Bonjour, donc la deuxième partie de mon intervention dans le cadre de Factuel 66, qui va traiter d'un sujet finalement en continuité, effectivement, avec la première partie, en dépit du titre qui pourrait donner l'illusion qu'on va parler de toute autre chose, mais en fait on va parler de la même chose mais sous un autre angle. Le titre de la deuxième partie, c'est « Des drames pour modérer et contrôler l'opinion publique ». Effectivement, pourquoi des drames, pourquoi parler de drames? Parce que la propagande de guerre consiste essentiellement à raconter des histoires dramatiques, pour mobiliser les émotions et effectivement prendre le contrôle de vos émotions, et prendre le contrôle, ce faisant, de votre comportement. La psychologie du conditionnement consiste non pas à s'adresser à votre raison, mais à vos émotions, voire à vos instincts, pour ensuite déclencher des comportements sur la base d'un stress ou d'un désir. En gros, le conditionnement psychologique a deux ressorts, qu'on résume par l'expression la carotte et le bâton. Donc la carotte, c'est le désir, le bâton, c'est la peur, qui sont les deux émotions finalement primaires, primitives, qui animent le cerveau reptilien, c'est-à-dire tout le champ des instincts et des émotions les plus simples, les plus élémentaires. Et la propagande de guerre repose essentiellement sur le fait de triturer, de littéralement venir façonner nos émotions primitives pour déclencher des comportements que la philosophie appelle antéprédicatifs, c'est-à-dire qui précèdent le langage. Il s'agit finalement de court-circuiter le champ du langage, ou du moins le champ du langage rationnel, le champ du langage articulé, pour finalement soit se passer totalement du langage, soit en produire une version un peu racornie, sur on voit bien qu'aujourd'hui, c'est même l'éducation nationale qui travaille sur un langage rétréci, sur un langage simplifié. C'est ce que George Orwell décrivait dans 1984. Il faut retirer des mots du dictionnaire. Le gouvernement de Big Brother travaillait non pas à enrichir le dictionnaire, mais à l'appauvrir. Ce qui permet d'appauvrir la pensée, et ce qui permet de faire baisser le niveau général. Il faut faire baisser le QI. C'est en bonne voie dans nos sociétés. Mais bon, en fait, ça a toujours existé. Et donc, il s'agit donc de court-circuiter toutes les fonctions supérieures du cerveau qui sont liées au lobe frontal, et qui traite effectivement qui s'appuie sur les fonctions logiques, notamment les fonctions d'analyse logique, et qui permettent de distinguer ce qui est effectivement de l'émotion ou de l'instinct, c'est-à-dire des choses extrêmement subjectives, extrêmement passionnelles, de ce qui est objectif. Il s'agit, la propagande de guerre a toujours ce côté romantique, qui consiste à, en quelque sorte, un peu mépriser le rationalisme, mépriser la science. La définition de la vérité dans le romantisme, ce courant esthétique qui est né à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe. Donc la définition romantique de la vérité, c'est quoi? C'est l'affirmation de la subjectivité. Et cette définition s'oppose à la définition qu'on pourrait dire scientifique, ou rationaliste, qui est, en fait, la vérité, c'est quoi? C'est l'observation de l'objectivité. Donc il y a vraiment deux paradigmes cognitifs, c'est-à-dire affirmation de la subjectivité ou reconnaissance ou affirmation de l'objectivité. Et la propagande de guerre doit impérativement anéantir le paradigme rationaliste, pour qu'il ne reste plus que le paradigme subjectiviste, romantique, d'où l'idée de ces drames, qu'il faut que la propagande de guerre repose le plus souvent sur la narration de drames, pour effectivement toujours faire baisser le niveau.
et nous réduire à des petits animaux effrayés ou désirants, enfin des espèces, des machines désirantes, hein, comme disait Gilles Deleuze, hein. Enfin, en rut ou alors ou affamés, enfin, aussi ce qui explique toute cette culture hyper sexualisée, hein, dans laquelle on baigne depuis les années 60, hein, et qui participe, hein, faut pas se leurrer, hein, d'un projet général de militarisation, hein, des esprits. Ça n'en a pas l'air, hein, puisque cette culture, comment dire, hédoniste, hein, des années 60, qui s'est un peu cristallisée autour de mai 68 en France, était antimilitariste, hein, officiellement. En réalité, ça participe d'un projet, enfin, de ce que j'ai appelé d'un projet de zombification, hein, c'est-à-dire de simplification du psychisme sur des émotions simples, et dont il est plus facile de prendre le contrôle à la suite d'un argumentaire logique, hein, et appuyé sur des faits. Donc l'hédonisme, le libertarisme, etc., tout ce qui tourne autour de cette culture pop des années 60 rentre dans le cadre d'un projet de militarisation de la société. C'est une immense opération psychologique. Que l'ingénierie sociale instaure, met en place, hein, dans nos sociétés, qui repose effectivement sur la description en fait, sur ce que les anglophones appellent du storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter des histoires. Je vais vous lire tout de suite quelque chose, un extrait du dernier livre de Thierry Messant, hein, intitulé Sous nos yeux, et où il rapporte très bien, en fait, l'origine, hein, et les prolongements, hein, de cet art de raconter des histoires, hein, de cet art, de cette façon de dramatiser, hein, la propagande de guerre, hein. Et notamment, donc, en fait, il revient sur le rôle du MI6. Le MI6, ce sont les services secrets les services secrets britanniques occupés des questions étrangères, hein. Et le MI5, c'est toutes les questions de renseignement domestique. Donc voilà, c'est le renseignement. Le MI6, c'est le renseignement étranger, extérieur, et le MI5, c'est le renseignement intérieur. Donc, que dit-il du MI6 ? À propos notamment des fameux printemps arabes, hein, qui ont été lancés fin 2010, début 2011, hein, cette succession de révolutions colorées qui aujourd'hui ont pour ultime avatar les opérations donc de bombardement du territoire syrien, hein, qui ont été lancées dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril 2018. Que dit-il ? Durant l'ensemble des printemps arabes, le MI6 se spécialise dans la propagande de guerre. C'est un juste retour des choses dans la mesure où l'idée d'utiliser les découvertes de la psychologie moderne pour mentir à sa propre population et obtenir son soutien est une idée anglaise, bien antérieure à l'URSS et au Troisième Reich. Dès 1914, Londres crée le bureau de la propagande de guerre. Une des caractéristiques de ces méthodes est de toujours avoir recours à des artistes, car l'esthétique neutralise la logique. En 1914, ils recrutèrent les grands écrivains de l'époque, comme Arthur Conan Doyle, hein, H.G. Wells ou Rudyard Kipling, pour publier des textes attribuant des crimes imaginaires à l'ennemi allemand. Puis ils firent appel aux patrons de leurs grands journaux pour reprendre les informations imaginaires de leurs écrivains. Lorsque les États-Uniens suivirent l'exemple britannique en 1917 avec le Comité d'information publique, ils étudièrent plus précisément les mécanismes de persuasion avec l'aide du journaliste vedette Walter Lippmann et de l'inventeur de la publicité moderne, Édouard Bernays, hein, le neveu de Sigmund Freud. Mais persuadés du pouvoir de la science, ils en oublièrent l'esthétique. C'est ainsi que la propagande passa de l'orientation donnée par le pouvoir à des artistes à la narration d'histoire, storytelling, fabriquée systématiquement selon des règles scientifiques. Hein, c'est ce qui donne ce côté un peu rigide et répétitif à la propagande de guerre aujourd'hui. Hein, effectivement, ce ne sont plus des génies littéraires, hein, qui écrivent les drames qui sont censés nous donner envie d'attaquer un pays étranger. Non, ce sont en fait pratiquement aujourd'hui des ordinateurs. En fait, ça a commencé dans les années 50 aux États-Unis. Enfin, comment dire ça ? Dans les années 80, le cinéma hollywoodien commençait à être composé de manière scientifique. Je me souviens d'un article sur le premier film de la série Die Hard avec Bruce Willis. En français, c'était Piège de cristal, si je me souviens bien. Bon, c'était un film d'action.
Et j'avais lu un article dans une revue de cinéma, je ne sais plus laquelle, enfin je ne me souviens plus du nom, qui expliquait que le film avait été composé selon une trame scientifique, c'est-à-dire qu'en gros, des spécialistes de la psychologie avaient calculé qu'il fallait un rebondissement toutes les 1 minute 38, quelque chose comme ça, pour que le cerveau reste actif. Donc il fallait un stimulus toutes les 1 minute 30, toutes les 2 minutes 30, etc. Et c'est vrai que quand on voit le film, il est particulièrement bien conçu. Je veux dire, l'attention est maintenue en haleine perpétuellement. Donc ça, c'est en réalité ce mode de composition esthétique a commencé dans les années 50 aux États-Unis dans l'élaboration des séries télévisées. Pourquoi ? Parce que il y avait un encart publicitaire toutes les 10 ou 15 minutes et qu'il fallait maintenir l'attention du téléspectateur pour qu'il revienne après la coupure publicitaire. Et donc c'était une sorte d'écriture à contrainte, c'est-à-dire que les scénaristes des séries américaines devaient effectivement réfléchir à une trame, a priori, où toutes les 10 ou 15 minutes, il fallait qu'il y ait une chute. Et une chute qui donne envie de revenir après la coupure publicitaire. L'écriture à contrainte, c'est comme une espèce de... C'est un peu comme tous les textes là, de l'Oulipo, c'est où on se donne un cadre a priori, et ensuite on le remplit en fait. Et là c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y avait un cadre a priori avec cette obligation d'un suspense toutes les 10 ou 15 minutes. Et voilà, c'est une bonne école, faut avouer, c'est une bonne école, c'est-à-dire qu'effectivement les Américains sont devenus très forts dans l'écriture de scénarios à suspense. Et d'où la domination de leur cinéma, faut avouer. En termes de films d'action, j'entends. Et c'est vrai que un bon nanar américain, on passe un bon moment. Et donc ça c'est transposé aussi, donc ça a été transposé assez rapidement dans les scénarios écrits pour militariser la population, pour construire l'opinion publique en faveur d'une agression militaire. Voilà. Donc je termine la citation de Thierry Messant. Donc, arrivant avec 20 ans de retard sur ce créneau, les nazis développèrent 2 concepts nouveaux. Joseph Goebbels institua un briefing quotidien au ministère de l'Information, au cours duquel il définit les éléments de langage que les journalistes devaient utiliser. Il ne s'agissait plus simplement de convaincre, mais de modifier les références des foules. Donc de modifier vraiment la perception. Aujourd'hui, on parle de management des perceptions, donc de gestion des perceptions. Donc il s'agit en fait vraiment d'altérer la réalité. C'est pas simplement, en quelque sorte, ponctuellement inculquer des idées ponctuelles aux individus ou aux groupes. Non, il s'agit de les faire rentrer dans une réalité virtuelle complète. Ce qui sera théorisé encore plus tard par Michael Aquino, donc un haut gradé militaire américain, qui parlera de mind war, de guerre à l'esprit, guerre de l'esprit, et qui par ailleurs aussi est le fondateur d'une secte sataniste. Bon, y a-t-il un rapport de cause à effet ? Bon, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc il s'agissait de modifier les références des foules. Donc les références, c'est pas simplement faire croire à des mensonges ponctuels, il faut modifier le système de valeurs des foules. C'est encore un pas plus loin que simplement un mensonge de temps en temps. Cette technique a été systématisée en 2003 par la Maison Blanche et Downing Street, qui ont créé le Bureau des communications globales. Les communicants du président et du Premier ministre échangent chaque jour lors d'une conférence téléphonique. Ils distribuent à l'ensemble de leurs ambassades et à diverses administrations un courriel quotidien, The Global Messenger, donc le messager global, indiquant les éléments de langage à reprendre. Donc c'est parfaitement centralisé, c'est une mécanique parfaitement huilée, avec une extension internationale. J'ai trouvé des éléments en fait pour illustrer cette thèse et que je reproduis dans mon livre donc Retour sur Maïdan. Donc je suis allé voir sur le site du département d'État américain la narration qu'il fallait effectivement diffuser à l'international sur les événements d'Ukraine au printemps 2014. Et effectivement, si on fait une chronologie, on se rend compte que le scénario de la menace russe, par exemple, il y a tout un tas d'éléments de langage qui apparaissent
sur le site du département d'État américain et qui, dans les jours qui suivent, apparaissent dans les médias. Il est tout à fait possible d'établir la chronologie avec l'antériorité du drame écrit par la CIA, qui ensuite sera effectivement diffusé par le département d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, et ensuite qui sera effectivement que vous pourrez lire dans votre quotidien préféré, c'est-à-dire en fait entre votre quotidien votre quotidien régional ou national, il y a aussi les agences de presse, AFP, Reuters, AP. Voilà. Donc en fait les narrations, les drames sont écrits d'abord dans les bureaux des opérations psychologiques des divers services secrets, ensuite ça passe dans les ministères, ensuite ça passe dans les agences de presse, puis dans les médias au niveau international. Donc je termine la citation de Thierry Messant. Par ailleurs, Goebbels engagea chaque citoyen à participer au mensonge de sorte qu'il ne puisse que difficilement revenir à la vérité. Par exemple, un individu qui a participé à des marches au flambeau en uniforme Hugo Boss ne peut plus renier ses croyances nazies sans se remettre en cause lui-même et devoir repenser à la fois le passé et sa vision de l'avenir, puisque ça s'est inscrit dans votre intimité. Vous avez défilé, alors ça peut être dans un défilé nazi ou autre, communiste ou n'importe quoi, ou antifa, enfin bref, ou djihadiste, peu importe. Là, en gros, là, ce sont des techniques que l'on peut transposer dans plusieurs champs identitaires, culturels. Mais quand vous vous êtes engagé personnellement, physiquement dans une voie, c'est toujours un peu dur de revenir en arrière, parce que en fait, ça veut dire que finalement, vous êtes fait manipuler. Et donc, il faut assumer l'idée que vous avez été un peu bébête. Et ça, évidemment, l'estime de soi, l'image de soi, on prend un coup. Donc sur le même modèle, aujourd'hui, les Occidentaux qui ont participé à des manifestations en faveur des Libyens écrasés sous les bombes du dictateur Kadhafi, ça c'est le drame, ça c'est l'histoire. Enfin, donc les Occidentaux qui ont participé à des manifestations en faveur des Libyens écrasés sous les bombes du dictateur Kadhafi ne peuvent que difficilement revenir à la réalité et admettre que les seules bombes utilisées ont été lancées par l'OTAN. La psychologie humaine est ainsi faite que, même lorsque nous en découvrons les preuves, nous avons du mal à reconnaître nous être fait manipuler. Et traduction récente de tout ça, en 2010, le MI6 se contente d'inventer des histoires qui permettent une narration continue des événements. Par exemple, il fabrique une biographie de Mohamed Bouazizi, le jeune homme dont le suicide a servi de déclenchement aux manifestations en Tunisie, et imagine les conditions de sa mort, de manière à transformer le fait divers de son suicide en un symbole de l'oppression. Ces mensonges permettent de masquer le rôle des frères musulmans, de la NED, National Endowment for Democracy, c'est la branche civile de la CIA, et de Gene Sharp, qui est le théoricien des révolutions colorées, de sorte que les événements paraissent spontanés. Ça, c'est essentiel. Le drame que l'on écrit doit donner l'illusion de la spontanéité, ce qui est une technique d'ingénierie sociale qui s'appelle l'astroturfing. C'est l'imitation de la spontanéité. Et dans une certaine mesure, les événements, oui, le sont un peu spontanés, car les Tunisiens croient aussi cette fable. Et donc, à partir du moment où vous y croyez, il y a un phénomène performatif, un phénomène de prophétie autoréalisatrice, et finalement la fiction passe dans la réalité. Et effectivement, la révolution lancée par des services secrets étrangers, l'événement se transforme progressivement par effet de prophétie autoréalisatrice en une insurrection réelle. Et donc, ce genre de méthode est appliqué systématiquement. Alors, les deux zones géopolitiques qui en font les frais, c'est effectivement le monde arabo-musulman et l'Europe de l'Est. C'est essentiel. L'Europe de l'Est jusqu'en Géorgie, donc en fait l'ancien bloc communiste. On a vu ça effectivement aussi en Ukraine. Alors, les printemps arabes, et notamment avec l'application en Syrie, a permis aussi donc de lancer un mouvement de convergence de djihadistes depuis plusieurs pays, depuis un peu tous les pays du monde d'ailleurs,
qui aujourd'hui, en fait, n'a été combattu pour de vrai que par d'autres musulmans d'ailleurs, syriens, iraniens, libanais, du Hezbollah, et par la Russie. Donc, et en fait, on voit la ligne de front s'établir au niveau géopolitique, qui, en réalité, cette ligne de front doit se faire sur la base finalement d'une analyse de l'utilisation, de la manière dont on utilise le terrorisme. C'est-à-dire que, en fait, il faut bien admettre aujourd'hui qu'il y a une utilisation, enfin, il y a ce qu'on appelle un terrorisme d'État et une utilisation massive d'individus radicalisés et qui seront utilisés comme force de procuration pour mener une guerre furtive dans des pays que l'on ne peut pas attaquer frontalement. Il y a aujourd'hui un phénomène de convergence de ces réseaux paramilitaires djihadistes avec des réseaux paramilitaires notamment recrutés en Ukraine et plutôt d'extrême droite. Et aussi d'autres réseaux paramilitaires issus de l'extrême gauche. Les sources existent, notamment en Ukraine. La question se pose maintenant, y compris dans la population, comment va-t-on faire avec ces musulmans originaires de Russie qui sont partis en Syrie, se battre pour Daesh, l'État islamique, et qui sont interdits d'entrer en Russie et qui s'arrêtent en chemin en Ukraine. C'est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur et qui commence à inquiéter la population. Et il y en a on trouve des sources dans les médias sur ce sujet, dans des médias, notamment il y a un média ukrainien qui s'appelle Gromatskie, qui est au-dessus de tout soupçon, puisque c'était un média pro-Maïdan, donc favorable à la révolution colorée, et qui posait la question, effectivement, comment, alors en anglais, puisque bon, comme c'est un média pro-Maïdan, donc pro-occidental, donc anti-russe, maintenant en fait la langue russe est abandonnée, ils conservent la langue ukrainienne, et en fait ils traduisent tout en anglais, de préférence. Et ils posent la question, how former Islamic State militants wind up in Ukraine? Donc comment des anciens militants de l'État islamique se retrouvent en Ukraine? Et la réponse était donnée par Reuters, donc une agence de presse là aussi a priori au-dessus de tout soupçon. Bon, même s'il y a de la désinformation ou des erreurs ou de la désinformation volontaire, ça arrive toujours, et qui posait la question Unable to go home, Russians who fought for IS, donc Islamic State, settled in Ukraine. Donc bon, incapables de rentrer à la maison, les Russes qui ont combattu pour l'État islamique s'installent en Ukraine. Donc ça, ce sont des informations de l'an dernier, mais en réalité, il y a déjà des bataillons islamistes qui ont déjà été associés aux bataillons d'extrême droite ukrainiens, avec comme ennemi commun la Russie. Parce qu'on peut se demander comment se fait-il que finalement, en fait, des suprémacistes blancs d'inspiration néo-nazie puissent s'associer avec des suprémacistes islamiques. En fait, tous les opposent fondamentalement. C'est-à-dire, on se demande comment faire la sauce sur la base d'un ennemi commun. C'est-à-dire que le drame qui va servir donc à contrôler l'opinion publique dans le champ islamiste et dans le champ d'ultra-droite, ce sera effectivement la menace russe et en gros le dictateur Poutine. On est vraiment dans le passionnel, on n'est plus du tout dans le rationnel. Je veux dire, n'importe qui peut acheter un billet aller-retour entre la France et Moscou et constater que la Russie est très 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 loin d'être une dictature pilotée par un seul homme, comme une espèce de potentat. Là, on est dans l'absurdité évidemment et dans une espèce de réalité parallèle, en fait, de monde parallèle. Il n'y a plus aucun rapport avec le monde réel. Mais des gens y croient quand même. Des groupes radicalisés qui sont finalement engagés dans une sorte de dérive sectaire, parce que ça revient à ça. Je veux dire, les groupes d'ultra-droite ukrainiens et qui essaiment un peu en France, il faut savoir que il y a cette nouvelle mythologie d'ultra-droite est en expansion en Europe depuis l'Ukraine et parvient en fait à s'associer à toute la mythologie islamiste
et sur la base d'un ennemi commun qui est en fait soit la Russie, soit la Syrie, soit l'Iran, hein, et là on voit très bien effectivement le système d'alliance qui s'élabore avec d'un côté un monde occidental et donc des groupes paramilitaires d'ultra-droite, djihadistes et d'ultra-gauche, et de l'autre côté effectivement un axe Moscou, Téhéran, Damas, éventuellement Pékin. Voilà, donc cette construction narrative globale tend en fait essaye de se partager le plus largement possible au niveau international. C'est ce qui enrage justement le pouvoir occidental, c'est qu'il n'arrive pas à imposer au niveau international cette narration, ce drame, hein, comme quoi effectivement Poutine mange un enfant tous les matins et que l'Iran est très très dangereux et possède des armes atomiques, ou que Bachar el-Assad gaze son peuple au moyen d'armes chimiques. Ça ne prend pas, globalement ça ne prend pas. Ces espèces de dramaturgie ridicules sont contrebalancées, hein, très facilement. Il suffit de faire quelques recherches sur internet pour se rendre compte que ça c'est quand même assez loin de la réalité, aussi loin que effectivement qu'une fiction pure, hein, constituée de mots et d'images, est éloignée des faits réels. Mais bon, voilà, on voit bien que effectivement, aujourd'hui, le projet occidental consiste à nous faire entrer dans une réalité virtuelle, hein, qui n'a plus guère de rapport avec le monde réel, et dans laquelle effectivement nous sommes censés nous enthousiasmer pour certaines choses et donc nous désespérer pour d'autres choses, mais en dépit, hein, de notre intérêt réel et même de notre vécu quotidien. Hein, nous sommes censés intérioriser une fiction globale, hein, qui n'a pas de rapport avec ce que nous vivons au quotidien. Et c'est pour ça qu'on peut parler effectivement de construction de la réalité. C'est-à-dire que la construction de l'opinion publique, hein, c'est-à-dire le modérer, contrôler l'opinion publique, revient à modérer et contrôler la réalité en soi. C'est-à-dire qu'au-delà de l'opinion publique, c'est vraiment en fait l'environnement, hein, dans lequel nous vivons, qui doit être vu comme le pouvoir veut que nous le voyons. Au-delà même d'éléments ponctuels, hein, c'est vraiment un système de valeurs complet. En fait, le pouvoir est plus ambitieux qu'avant, hein, c'est-à-dire qu'il ne se contente plus de désinformer, hein. Il a l'ambition vraiment de créer notre réalité à notre place. C'est-à-dire que l'opinion publique, à partir du moment où d'où l'intolérance à toute forme de contradiction. Hein, toute contradiction doit être impérativement effectivement éradiquée, et au prix de retour du réel instantané, qui effectivement mettent en péril, hein, la construction dramatique, mais qui ne doivent en aucun cas venir en quelque sorte parasiter la construction narrative. Ça aboutit en fait à des absurdités complètes, hein, c'est-à-dire en fait la narration devient de moins en moins cohérente, et en fait ce que l'on lit dans les médias est aujourd'hui bourré de contradictions logiques. C'est-à-dire que les phrases mêmes ne tiennent plus logiquement. Alors je vais vous donner un exemple issu de la presse ukrainienne. C'est donc un journal qui s'appelle le Kyiv Post, en anglais, hein. Et en fait c'est un journal donc de tendance libérale et donc pro-Maïdan, enfin pro-révolution colorée, hein, et qui donc consacrait un article au mouvement Azov. Mouvement Azov qui lui est antilibéral et qui est donc d'inspiration néo-nazie. Mais tout ce petit monde se retrouve sur une ligne justement anti-russe. Voilà. Et d'où des phénomènes un peu d'union de la carpe et du lapin qu'on observe en Ukraine, mais qu'on observe aussi de manière croissante en France ou en Europe occidentale. C'est-à-dire effectivement des convergences, hein, de gens d'extrême gauche, de gens d'extrême droite, et puis de libéraux, hein, sur une ligne qui effectivement globalement est toujours la même, c'est anti-syrienne,
anti-iranienne, anti-russe, voilà, pour en fait résumer les choses. Donc le Kiev Post consacrait le 1er septembre 2017 un article donc, au mouvement Azov, et donc, qui écrivait, donc je vous lis la citation, après 2 ans d'entraînement, le régiment Azov brûle de retourner à la guerre, hein, puisqu'il y a une guerre civile qui fait rage dans l'est de l'Ukraine. Mais le régiment Azov attire l'attention pour d'autres raisons que ses prouesses de combat. Il a évolué d'une unité d'ultranationalistes irréguliers à une formation d'élite bien équipée, formée par des instructeurs étrangers. Tiens, on apprend officiellement que cette formation ultranationaliste est formée, ce bataillon ultranationaliste est formé par des instructeurs étrangers. Intéressant. Et ça ne pose aucun problème hein, à ce journal d'écrire ça. Vous saisissez le problème. Enfin, je veux dire, en soi, c'est un paradoxe, c'est quelque chose qui doit être solutionné. Mais non, on passe à autre chose très rapidement. Donc, je reprends l'article. Donc, Azov a la réputation d'abriter des nazis racistes. Mais la réalité est plus subtile et complexe. Aucun des soldats à l'entraînement n'affiche de symbole raciste. Certains préfèrent se serrer la main en saisissant le poignet. Donc, geste courant parmi les mouvements nationalistes. Leurs écussons d'épaule ont un insigne jaune et bleu qui ressemble à un Wolfsangel horizontal inversé, l'image en miroir d'un symbole utilisé par les nazis. Mais à part ça, aucun rapport avec les nazis. En fait, la prose de ce journal est bourrée de contradictions logiques d'une phrase à l'autre, voire dans la même phrase. Je continue. Certains combattants d'Azov pratiquent aussi les rites païens slaves. Au début du mois de juillet, une idole en bois de Péroun, le dieu du tonnerre de la Rousse de Kiev, médiévale pré-chrétienne, a été érigée à la base du régiment près de Mariupol. Les combattants disent qu'ils rendent hommage à l'histoire de l'Ukraine. Ils s'entraînent intensivement, espérant atteindre les standards de l'OTAN, dont l'Ukraine aspire à rejoindre un jour les 29 membres. Voilà, bon déjà, là on a un exemple hein, de cette espèce de pathologie qui touche de plus en plus les médias, à savoir des contradictions logiques permanentes. Hein, parce que de fait, comme il faut essayer de rassembler, hein, de réaliser une coalition contre un ennemi commun, on va chercher un petit peu partout, hein, et on va chercher chez des gens qui en fait fondamentalement n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Là, cet article-là consiste à faire passer la pilule du néonazisme chez les libéraux, puisque c'est un journal de tendance libérale, lu par, en gros, les bobos, enfin, je veux dire, l'équivalent de je sais pas quand, enfin, des macroniens, quoi, en Ukraine, et il faut réaliser la colle, en quelque sorte, hein, réaliser une fusion, une synergie entre ces milieux libéraux qui, effectivement, n'aiment pas la Russie, et des néo-nazis qui, en réalité, ont quand même une image un peu grimaçante hein, auprès de ces milieux libéraux qui, eux sont plutôt, dans un hédonisme cosmopolite. Donc, il s'agit, la propagande de guerre anti-russe doit réaliser une synergie, doit réaliser hein, une coalition entre des djihadistes, des néo-nazis, a priori peu portés sur l'islam, des libéraux, hein, jouisseurs, hédonistes, hein, de gauche caviar, hein, à la Macron, et aussi, encore une autre catégorie, des gauchistes, hein, LGBT et néo-marxistes, en quelque sorte. Donc, qui eux vont être envoyés aussi sur d'autres terrains d'opération ou éventuellement en Ukraine aussi. Un des principaux sponsors des révolutions colorées d'Ukraine s'appelle George Soros et il suffit de regarder le site de sa fondation Open Society, c'est clairement pro-LGBT, et il vante les mérites de telle personne transsexuelle qui effectivement donc est en train de changer de sexe et qui a été extrêmement persécuté en Ukraine par ses voisins, ou ses parents, et qui aujourd'hui représente un peu l'avant-garde hein, de ce pays, et tout ce petit monde, hein, de l'ultra-droite à l'ultra-gauche, en passant par le libéralisme de gauche caviar, doit pouvoir converger, hein, en dépit hein, de ces différences radicales, doit pouvoir converger sur une ligne de front homogène, hein, qui consiste effectivement à mettre l'Ukraine en ordre de bataille pour attaquer la Russie. C'est difficile, hein, évidemment, hein, et le résultat, c'est des couacs permanents,
hein, et des contradictions, non seulement logiques, mais aussi des contradictions avec le réel même, enfin je veux dire les faits bruts, qui se rappellent tout simplement à nous, hein, en permanence. Et je vais continuer sur l'Ukraine, hein, qui est donc vraiment un laboratoire du mondialisme, hein, aujourd'hui. Hein, il y a quelques pays comme ça où en fait finalement c'est un peu l'avant-garde, c'est vraiment le laboratoire où les mondialistes testent un certain nombre de recettes pour voir si c'est possible, si ça marche. Et il y a Israël par exemple, hein, où d'un côté vous avez des religieux ultra-orthodoxes, et par ailleurs une gay pride à Tel Aviv, un milieu LGBT très développé, et ce qui aboutit à une espèce donc de synthèse entre le militarisme, hein, le militarisme religieux, et la décadence toxico-LGBT. C'est ce qui est assez fascinant, faut avouer, enfin, on a l'impression de voir quelque chose qui est impossible, et ben si, c'est possible, et c'est possible non seulement en Israël, mais aussi en Ukraine. Et donc, donc pour le mouvement Azov, hein, qui est un peu un digne représentant de ce laboratoire du mondialisme, donc le néopaganisme, hein, puisqu'ils érigent, ils participent à des rituels néo-païens dans les bois, mais aussi organisent des concerts de black metal, par exemple, au sens où pour eux cette musique, cette tendance musicale du black metal valorise, hein, l'héritage néo-païen européen. Puisque c'est né dans les pays scandinaves, et ça a été à l'origine porté par des musiciens qui effectivement s'identifiaient plutôt effectivement au nazisme ou au fascisme, et à toute une dimension comme ça néo-païenne, germanique, hein, avec usage des runes par exemple, hein, sur le logo, par exemple, sur la pochette des disques, vous avez effectivement souvent, hein, des runes qui viennent illustrer et donner un petit côté comme ça, un peu comment les Anglais disent roots, hein, pour se dire oui, voilà, moi je reviens à mes racines, quoi. Et, pour essayer de se donner en fait un air comme ça d'authenticité, voilà. Donc pour Azov, donc néopaganisme et atlantisme vont de pair, hein, puisque les nationalistes ukrainiens, hein, donc effectivement font des cérémonies dans les bois en l'honneur du dieu Perun, le dieu du tonnerre. Et par ailleurs conduisent leur pays, hein, vers la diversité, hein, qui est le maître mot de l'alliance militaire de l'Atlantique Nord, hein, dont l'acronyme est OTAN. Puisque l'OTAN, aujourd'hui, soutient effectivement la diversité, le multiculturalisme et le LGBT. Et vous avez donc, ce faisant, hein, ça n'empêche pas ces ultranationalistes ukrainiens qui se revendiquent donc d'une tradition pré-chrétienne très virile, hein, et très ancestrale, et qui doit effectivement valoriser, hein, un profil civilisationnel, héroïsant, hein, eh bien ils ne rêvent que d'une chose, effectivement, c'est de rentrer dans l'UE et dans l'OTAN. Et d'après Rose Goethmöller, secrétaire générale déléguée de l'OTAN, la diversité ne se résume pas à la question du genre. Hein, ça n'arrête jamais. Donc je vais vous lire une petite citation de cette dame, qui est la numéro 2 de l'OTAN, la numéro 2 civile de l'OTAN. Sachant que, par exemple, le secrétaire général de l'OTAN, donc le numéro 1 civil, tweetait en 2017, au moment de la journée contre l'homophobie, que effectivement l'OTAN participait à la journée internationale contre l'homophobie. Oui, il y a peut-être d'autres sujets, hein, voilà. Et effectivement, et soutenait le pseudo-mariage homosexuel depuis 2003. Hein, j'en parlais déjà hier. Et qu'est-ce que dit sa collègue Rose Goethmöller? Donc l'OTAN a d'abord décidé de créer un plan d'action pour la diversité lors du sommet de l'OTAN à Prague en 2002. Aujourd'hui, un groupe de travail sur la diversité, composé de représentants de tous les organes de l'OTAN, est le moteur du plan d'action. Actuellement, le groupe de travail s'efforce de promouvoir la diversité et l'inclusion à l'échelle de l'OTAN et d'élargir la définition de la diversité au-delà du sexe, de l'âge et de la nationalité. Jusqu'où alors? C'est quoi? Après, ce sont les espèces peut-être. Enfin, jusqu'où va aller cette quête de diversité qui devient folle, hein? Quand on parle de la diversité dans un environnement organisationnel, le genre a tendance à être la première chose qui vient à l'esprit. Cependant, la diversité, comme le suggère le mot lui-même, hein, est beaucoup plus complexe que cela. La diversité dans le contexte de l'OTAN semble souvent traitée comme une diversité de genre,
Mais le plan d'action examinera cette question plus largement et cherchera des moyens de garantir que la main-d'œuvre se reflète dans la diversité sociétale des nations qui composent l'organisation, y compris la race, l'origine ethnique, l'âge, la religion, les handicaps et leur orientation sexuelle, a déclaré Madame Guttmüller. Donc l'OTAN ne doit pas se limiter à l'idée de briser le ghetto rose, hein, c'est-à-dire le ghetto LGBT, car il y a beaucoup de ghettos un peu partout. Il faut inspirer le changement culturel. Ça, c'est très intéressant ce qu'elle dit là. Il faut inspirer le changement culturel qui doit être poussé par les dirigeants parce que les organisations matures ont un conservatisme hérité. Donc là, l'OTAN se positionne clairement, politiquement, dans le champ du progressisme et de la lutte contre le conservatisme. A déclaré Madame Guttmüller tout en discutant de la façon dont elle voit le changement comme un facilitateur au lieu d'un obstacle. Donc on est vraiment dans cette idéologie dominante, hein, issue du management, c'est la conduite du changement. Et ce que dit Jacques Attali, le nomadisme, hein, le changement permanent, voilà. Donc on est dans un modèle de société protéiforme, hein, donc en gros c'est la société du métissage, mais au-delà même du caractère ethnique. Hein, on va bientôt aller jusqu'aux hybrides humain-animal. Hein, le métissage finalement n'a pas de limite, la diversité n'a pas de limite. Bon, c'est le dernier film oscarisé, la forme de l'eau, hein, qui met ça en scène. Hein, c'est-à-dire effectivement, en gros, l'humain, majoritaire dans le champ occidental est jugé est considéré comme un oppresseur. Il faut effectivement faire l'apologie des minorités. Et cette apologie des minorités, c'est l'apologie de la diversité. Alors toute cette idéologie soutenue par l'OTAN, ne pose aucun problème au mouvement Azov, qui lui se revendique du nationalisme ethnique, néo-païen, et donc en fait fondamentalement, logiquement, devrait se situer aux antipodes, hein, de l'OTAN, et devrait lutter contre l'OTAN, et devrait effectivement comprendre où est son intérêt bien compris, à savoir plutôt se rapprocher de la Russie, qui est quand même un tout petit peu plus proche, hein, des idées conservatrices et traditionnalistes que le mouvement Azov est censé soutenir officiellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, en fait, on a vraiment un découplage complet entre un discours officiel et un comportement réel. C'est-à-dire que dans le champ du discours officiel, le mouvement Azov, quand il organise des événements, hein, en fait, des conférences, des colloques, des marches au flambeau, en levant le bras droit, etc., défend un modèle de société qui universellement considéré comme conservateur, traditionnaliste, alors qu'en fait, concrètement, au niveau de son comportement réel et de son comportement même de ses prises de risque, hein, puisque ce sont des gens qui se battent pas uniquement, avec des mots, hein, ils ne se contentent pas de faire la guerre culturelle, ils se battent avec des fusils, donc ils prennent des risques physiques immédiats, hein, pour en fait rentrer dans un champ civilisationnel, dans un espace civilisationnel atlantiste qui se situe strictement à l'opposé, aux antipodes de ce qu'ils sont censés effectivement défendre. C'est assez fascinant, hein, parce qu'en réalité il y a la même chose un petit peu partout, hein, quand on voit effectivement de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche se battre pour l'immigration et le LGBT, c'est-à-dire pour le grand capital. La question qu'on peut se poser, c'est: le nationalisme ukrainien est-il soluble dans le mondialisme ? Finalement, ça revient à ça. Après le dieu Péroun, hein, il y avait effectivement l'an dernier le concours Eurovision de la chanson, hein, qui était organisé à Kiev. Et où on a vu une grande messe, hein, pour la déesse diversité, puisque le slogan c'était Celebrate Diversity. Hein, aujourd'hui, l'Ukraine, c'est ça. Hein, célébrer en fait le slogan c'était ça, et donc il y avait quelques explications sur le site officiel de l'Eurovision en Ukraine. Célébrer la diversité est le message central pour l'événement de cette année et est complété par un logo dont le design créatif est basé sur un collier traditionnel ukrainien connu comme Namisto. Voilà. Ensuite, il y avait un petit reportage là sur l'Eurovision Gay Friendly. Hein, il s'agissait aussi de faire la part belle à toute cette culture de la diversité, y compris sexuelle. Et France 24 réalisait un reportage sur la diversité en Ukraine et interviewé justement un représentant de la communauté LGBT locale
qui disait c'est en progrès hein, depuis 2014, donc depuis notre dernière, depuis l'Euromaïdan, hein, c'est en progrès. Et donc en fait pour la forme effectivement les ultranationalistes s'y opposent, mais fondamentalement laissent passer. Effectivement, donc Kiev, quelques mois avant l'Eurovision, avait accueilli en décembre 2016 un autre événement musical, hein, le festival Asgard's Rai, consacré au black metal et organisé avec la branche civile du régiment Azov, hein, c'est-à-dire corps national, pour faire la promotion d'idées tournant essentiellement autour de l'antichristianisme et de la lutte contre la Russie. Donc le nom c'était Pact of Steel, un nom pacte d'acier, et qui était le nom qui est repris en fait au nom de l'alliance militaire entre Mussolini et Hitler. Alors, au moins les choses sont claires. Voilà. Les nationalistes ukrainiens se placent sous le patronage direct de Mussolini et Hitler. Et qui était tenu en préambule du festival de rock, justement, qui avait lieu le lendemain. Et c'est alors donc un commentateur, enfin je ne sais pas si vous connaissez le site geopolitica.ru, qui est donc un site de géopolitique, hein, et donc il y avait un commentaire de cet événement, hein, avec l'article avait comme titre de Prométhée à Lucifer, une nouvelle russophobie militante en Ukraine, et l'auteur écrivait: de nombreuses discussions menées en 2010 et 2011 avec des traditionalistes ukrainiens, dont Olena Semeniaka et Andriy Voloshin, qui devinrent plus tard responsables des relations internationales au corps national et le second à Svoboda, donc qui sont des organisations ultranationalistes. Alors, me montrèrent clairement que ceux-ci, hein, donc les intellectuels hein, de ces mouvements, considéraient les Russes comme une race métèque, de faux slaves, mêlés de sang tatar, une sous-peuplade asiatique sans aucun intérêt. Et eux, Ukrainiens, se proclament seuls véritables Russes, opposés aux hordes asiatiques du Kremlin. Au-delà de ça, bon là, pourquoi pas, enfin je veux dire, en fait c'est juste un délire racial, enfin comme si les Ukrainiens étaient d'une race différente des Russes, quoi. Bon, un peu comme si on disait que voilà les Belges sont d'une race différente des Français. Enfin je parle des Belges francophones, hein, genre on traverse une ligne et pof, on change de race, quoi. On traverse une frontière, bon ça évidemment c'est plus compliqué que ça. Mais la raison la plus ignorée de cette nouvelle russophobie directement issue du conflit ukrainien et se propageant aujourd'hui dans de nombreux milieux nationalistes européens est véritablement d'ordre spirituel, même métaphysique. Il s'agit de combattre le messianisme russe ainsi que le christianisme, religion accusée d'être ontologiquement anti-européenne de par ses origines sémites. Et ce qui est assez fascinant, c'est effectivement, par exemple, après, comment dire, à l'occasion là, de leur célébration de dieux néo-païens, donc le mouvement Azov notamment avait organisé aussi une petite compétition sportive en mémoire de la lutte contre les Khazars. Les Khazars qui sont les ancêtres des Juifs ashkénazes. Donc il y a vraiment une mythologie effectivement anti-juive hein, qui est nourrie, entretenue par ces nationalistes ukrainiens, qui par ailleurs sont sponsorisés par des oligarques juifs. Là encore une fois, on se retrouve dans ces espèces de contradictions logiques parfaitement insolubles, hein, enfin qu'on ne peut pas parfaitement impossible à résoudre. Là, il y a vraiment un problème de cohérence qui induit un phénomène de dissonance cognitive permanent. Hein. Ça ne peut pas, comment dire, on ne peut pas passer outre. Donc, en fait, en conclusion, on peut dire que dans son effort pour rejoindre l'OTAN, le mouvement Azov est victime d'un dispositif d'ingénierie sociale en deux parties, hein, hameçonnage et conduite du changement, procédant par petits pas et de proche en proche, pour amener furtivement et graduellement un sujet à faire exactement le contraire de ce qu'il dit. On en est vraiment là, hein, c'est-à-dire que ce soit à l'extrême droite, à l'extrême gauche ou chez les musulmans, des individus sont amenés à faire exactement le contraire de ce qu'ils disent. Et au moyen d'une narration hein, qui est fondée sur une dramaturgie, sur un drame, et qui va prendre le contrôle du cerveau de ces individus pour induire en fait militariser leur comportement. Et donc c'est alors voilà un dispositif procédant par petits pas et de proche en proche pour amener furtivement et graduellement un sujet à faire exactement le contraire de ce qu'il dit et de ce qu'il veut, même consciemment. Parce que moi je ne mets pas en doute la sincérité hein, de ces paramilitaires, enfin de la plupart hein, de ces paramilitaires d'extrême droite qui rêvent sur l'Ukraine médiévale, etc.,
ou de ces djihadistes qui rêvent sur l'islam médiéval, hein, ou de ces gauchistes qui rêvent sur la justice universelle et le grand soir. Mais de fait, ils font exactement le contraire de ce qu'ils disent, en luttant en se mettant au service du capitalisme ou d'Israël pour les djihadistes, hein, ou effectivement d'oligarques juifs pour les néo-nazis ukrainiens. Donc le point de départ concernant Azov, c'est le discours conscient d'Azov, hein, et la défense de l'Ukraine contre la Russie. Le point d'arrivée du mouvement Azov est la guerre contre la Russie parrainée par l'OTAN, faisant mécaniquement avancer en Ukraine le programme de l'OTAN, hein, diversité, multiculturalisme, LGBT, et donc attaquant l'Ukraine, et au-delà toute l'Europe, hein, du moins si le mouvement Azov parvient à s'y développer. Il faut savoir aussi que la démographie ukrainienne est en chute libre. Hein, donc en fait, on a affaire à des gens qui ont une vision raciale de la politique, hein, et donc qui devraient effectivement faire des enfants. C'est la base. Hein. Si vous avez une vision racialiste ou ethniciste de la politique et de la géopolitique, première chose à faire, c'est des enfants. Oui, donc on se retrouve dans des situations paradoxales, hein, notamment donc, en Ukraine, où effectivement il y a un milieu néo-nazi extrêmement développé et qui est largement sponsorisé par ses ennemis, hein, en réalité, et qui en plus ne s'occupe pas finalement des fondamentaux d'une politique de type ethniciste ou racialiste, hein, c'est-à-dire faire des enfants. Parce que, faut-il le dire ou le rappeler, la démographie ukrainienne est en chute libre, hein, depuis son indépendance, en fait. Et là où on se dit il valait peut-être mieux qu'elle reste dans l'URSS, puisque à l'époque, finalement, au moins, les Ukrainiens faisaient des enfants. Ce qu'ils ne font plus, hein, en dépit, effectivement, de cette mythologie qui tourne autour du suprémacisme blanc et qui est quand même très proche du pouvoir. Puisque tous ces paramilitaires sont hébergés, hein, par l'institution. C'est-à-dire que le mouvement Azov fait partie de la garde nationale, et la garde nationale fait partie du ministère de l'Intérieur. Le chef du mouvement Azov, qui s'appelle Andriy Bieletsky, est un proche du ministre de l'Intérieur qui s'appelle Arsène Avakov, lequel signait un accord d'association avec notre ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb, l'an dernier. On mettra en post-production les captures d'écran. Hein. Là aussi, alors il faut savoir effectivement anticiper les choses. Hein. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de nous retrouver dans une situation où les services secrets de différents pays, hein, essentiellement de la zone euro-atlantiste, ou euro-atlanto-sioniste, hein, si on va jusqu'à Israël, sont en train finalement de faire converger leurs propres réseaux terroristes pour les articuler les uns avec les autres. J'espère que vous prenez bien conscience de ce que ça signifie quand Gérard Collomb, effectivement, signe un accord d'association avec Arsène Avakov, dans une perspective de partager de l'information. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça prélude à des opérations à venir, tout simplement. Enfin, il faut savoir décoder les choses. Sachant qu'effectivement, ces opérations seront conjointes, hein, entre les réseaux djihadistes et les réseaux d'ultra-droite ukrainiens et éventuellement d'ultra-gauche, qui eux aussi sont envoyés à droite et à gauche, enfin, dans différents pays, depuis l'Europe, hein, pour commettre soit des attentats, soit se battre, hein, pour telle ou telle cause qui est en fait en réalité un objectif, un objectif militaire occidental. Donc, il y a plusieurs techniques d'ingénierie sociale, hein, donc comme celle inventée par John Cotter ou Joseph Overton, qui consiste à prendre le contrôle, hein, furtivement de votre comportement pour vous amener à faire, hein, progressivement le contraire de ce que vous voulez et le contraire de ce que vous dites. Effectivement, donc moi je ne remets pas en doute la sincérité de tous ces militants que je viens de décrire. Simplement, ils sont des victimes, ils sont des cibles, hein, d'opérations psychologiques qui progressivement les retournent, hein, comme on parle de spin, tu vois, en anglais, hein, les spin doctors, qui sont chargés de retourner l'opinion publique. Et là, en fait, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que c'est pas leur opinion qui est retournée, puisqu'ils continuent à penser ce qu'ils pensent, mais il est possible de dissocier totalement leur opinion, hein, leurs opinions, de leur comportement. Donc il existe, et bon là je viens de vous en parler, il existe des techniques
de contrôle comportemental qui permettent de dissocier ce que vous pensez de ce que vous faites. On parle aussi de mind control, ou ce genre de choses. Mais bon, le mind control suppose effectivement d'avoir à disposition des chambres d'hôpital, etc., etc. Bon, là c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'il existe, il faut l'admettre, il existe des techniques de contrôle comportemental qui permettent de vous faire faire exactement le contraire de ce que vous voulez, et sur le long terme, et en dépit finalement des dangers. C'est-à-dire que quand effectivement des gens prennent des dangers physiques pour aller attaquer Bachar el-Assad ou Vladimir Poutine ou d'autres objectifs, tout cela, effectivement, faut admettre qu'ils prennent des dangers physiques et même psychologiques. Mais il est possible, effectivement, de leur faire accomplir, sur le long terme, un comportement qui, logiquement, effectivement, qui ne correspond pas, qui va à rebours de leurs vraies valeurs et de leur intérêt bien compris. Donc, le point de départ concernant Azov, c'est le discours conscient, le discours officiel, donc, est la défense de l'Ukraine contre la Russie. Et le point d'arrivée, c'est donc la guerre contre la Russie, parrainée par l'OTAN, qui fait donc avancer mécaniquement les valeurs défendues par l'OTAN, qui sont, elles, à l'opposé des valeurs officielles du mouvement Azov. Et les étapes intermédiaires de cette opération de rabattage des nationalistes sur le mondialisme par hameçonnage des conduites du changement sont la russophobie, l'antichristianisme, le néopaganisme, le néonazisme, l'européisme et l'atlantisme. Les dissonances cognitives et la schizophrénie organisée atteignent ici des sommets pour prendre l'Ukraine et l'Europe en tenaille, sur un programme d'extrême gauche, mais arrivant depuis l'extrême droite. Puisqu'en fait, c'est ça la structure générale du mécanisme, c'est une prise en tenaille. En fait, fondamentalement, aujourd'hui, le mouvement Azov fait avancer un programme d'extrême gauche, mais arrivant depuis l'extrême droite. Donc le mouvement Azov se retrouve ainsi à travailler activement pour le grand remplacement des Européens de souche par des non-européens et des transgenres, tout en cultivant une mythologie qui lui donne le sentiment de faire le contraire et de se protéger contre les influences sémites. En juillet 2017, donc après avoir érigé le monument à Péroun, le régiment Azov organisait un tournoi en mémoire de Sviatoslav Ier, souverain païen de la Rousse de Kiev, ayant combattu en 964 donc l'État juif des Khazars, puisqu'il y avait un peuple qui s'appelait les Khazars et qui s'est converti pour diverses raisons massivement au judaïsme. Et il se trouve que en fait, ce peuple occupait l'Ukraine actuelle, débordait un petit peu sur la Russie, sur le Kazakhstan. Voilà. Donc, pour ma part, je trouve tout cela assez fascinant, mais inquiétant en même temps. Je pense qu'effectivement, il faut savoir décrypter toutes ces méthodologies de contrôle comportemental qui utilisent des biais cognitifs, des biais psychologiques, puisque finalement, nous aussi, ça nous arrive de dire quelque chose et de faire le contraire. C'est même assez courant. Et en fait, l'ingénierie sociale se contente d'exploiter ce biais cognitif, cette espèce de tâche aveugle dont parfois nous sommes victimes, et d'en exploiter toutes les ressources au maximum. Ce qui permet effectivement de faire avancer un projet politique au nom d'un discours radicalement opposé. Et aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire qu'en fait, tout le discours officiel politique tenu dans le monde occidental, en réalité, fait avancer un projet qui, lui, se situe exactement à l'opposé. On nous parle de liberté, et en fait, finalement, pour détruire les libertés, on nous parle d'un tas de choses, on nous parle de justice pour détruire la justice. C'est tout le temps comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, la structure générale, c'est la schizophrénie organisée. Et donc, les paramilitaires, donc d'extrême gauche, d'extrême droite ou djihadistes, en fait, ne sont que les cobayes de ce dispositif d'ingénierie sociale clivant, qui procède par le fait de cliver l'esprit, au-delà même de l'esprit, de cliver la personnalité en deux parties qui, chacune, vont dans un sens différent. Et il faudrait s'y habituer. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de supporter, de soutenir cette schizophrénie
qui ne doit pas poser problème et qui doit être finalement le nouveau profil psychologique normal, hein, et banalisé, et qui donc a été théorisé notamment par donc, ce fameux Michael Aquino dont je parlais tout à l'heure, et qui a effectivement travaillé sur ce qu'il a appelé la guerre à l'esprit, ou la guerre de l'esprit. C'est vrai que bon, l'anglais étant une langue agglutinante, parfois on ne sait pas si c'est un complément du nom ou un adjectif, mais mind war, je ne sais pas trop exactement comment traduire ça, et qui expliquait qu'effectivement il ne s'agissait plus, alors c'est un texte de 1979, et il disait qu'il faut aller au-delà de la propagande, il faut effectivement inventer un monde complet. Il faut effectivement, et il disait, nous avons les moyens aujourd'hui d'inventer complètement la réalité. Cette intuition a été reprise au milieu des années 90, hein, et il y a eu un article assez connu qui a un peu défrayé la chronique par un journaliste du nom de Ron Suskind, et qui disait qui rapportait qu'il avait discuté avec un conseiller de George Bush, Junior, hein, W, qui lui avait dit effectivement nous sommes un empire, nous, hein, les États-Unis, et aujourd'hui nous créons la réalité. Et vous, là, les journalistes, les scientifiques, vous avez toujours un train de retard, et vous analysez ce que nous venons de créer, mais nous, on est déjà un pas plus loin. Et c'est comme ça que nous écrivons l'histoire. Hein. C'est comme ça que les choses maintenant se déroulent. Il se trouve que cette volonté, hein, ce constructiviste, hein, cette manière de faire, rencontre une limite, hein, qu'elle ne connaissait pas dans les années 90, hein, puisque notamment la Russie était à genoux, et puis la Chine n'était pas, on disait oui quand la Chine s'éveillera, etc. Bon, la Chine ne représentait pas encore un concurrent sérieux économique. Mais là, depuis 1995, effectivement, la Russie s'est rétablie et la Chine est devenue effectivement la première puissance économique mondiale. Et donc, en quelque sorte, ces deux pays, hein, l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre, en quelque sorte, posent une limite, hein, réintroduisent une limite dans ce mécanisme d'ingénierie sociale consistant à construire une réalité globale. C'est bien là le problème, c'est que la réalité globale, hein, l'hallucination globale, la réalité virtuelle dans laquelle l'ingénierie sociale veut nous faire rentrer, par définition, ne doit pas rencontrer de limite. Si elle rencontre une limite, ça veut dire que ce n'est pas la réalité. Hein, je veux dire, la réalité ne peut être, est unique forcément. Mais si la réalité rencontre une limite, c'est que en fait, c'est une construction particulière. Ce n'est pas la réalité objective. C'est un point de vue. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est-à-dire qu'en fait, un drame, une histoire, une narration qui rencontre une deuxième narration concurrente, cette rencontre prouve qu'il y a deux points de vue, au moins deux points de vue. Et donc que ni l'une ni l'autre, finalement, ne correspond à l'objectivité. En fait, ce sont des points de vue. Là, je décris des phénomènes mécaniques, hein. Et c'est-à-dire qu'en fait, le mondialisme est intrinsèquement un phénomène globaliste. Le mondialisme ne peut pas s'accommoder de la multipolarité, pour ainsi dire. C'est-à-dire que la multipolarité rétablit un concert de points de vue, hein, qui vont soit s'affronter, soit converger. Mais le mondialisme ne consiste pas seulement à construire un gouvernement mondial, en fait. Le mondialisme consiste à construire en fait un monde unifié. C'est la différence entre le mondialisme et une mondialisation organisée de façon rationnelle ou raisonnable. Aujourd'hui, on en est là. Hein. En fait, les deux projets qui s'offrent à nous, c'est finalement une mondialisation unique, c'est-à-dire en fait un monde unique, d'une part, hein, ce que certains appellent donc le mondialisme ou le globalisme chez les anglophones, et d'autre part une mondialisation, hein, qui est en acte. Hein, je veux dire, dès lors que je peux communiquer à la vitesse de la lumière avec quelqu'un de l'autre bout de la planète, voilà, c'est tout, la mondialisation est achevée. Hein, je pense qu'aujourd'hui, où reste-t-il des peuples qui n'ont jamais rencontré l'homme blanc, pour ainsi dire, je veux dire, la technique ou le monde occidental, peut-être y a-t-il encore 2-3 tribus au fin fond de l'Amazonie ou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais bon, voilà, ces peuples sont en sursis, et un jour ou l'autre seront absorbés dans cette mondialisation,
qui est ni bonne ni mauvaise. C'est comme ça. Voilà. C'est la technoscience qui veut ça, c'est les progrès techniques qui donc réduisent les distances hein, par les moyens de communication ou par les moyens de transport. Donc la mondialisation n'en sortira plus jamais. Là, à moins donc d'une démondialisation qui supposerait une régression technique, mais à mon avis, je veux dire, on en est très loin. Donc maintenant la question c'est comment organiser cette mondialisation de la manière la plus raisonnable, hein, gagnant-gagnant, voilà, en faisant de la réelle politique. Ce qui suppose effectivement d'affronter le mondialisme qui lui effectivement ne se contente pas de travailler à un gouvernement mondial, mais surtout à un seul point de vue. Et un seul point de vue et qui en plus manifestement repose, comme je vous l'ai montré là avec les exemples des paramilitaires qui soutiennent ce projet mondialiste, hein, le mondialisme c'est fondamentalement la schizophrénie. Hein, c'est les erreurs logiques sans arrêt et la négation des faits. Aujourd'hui, le grand débat, je me rends compte quand je parle avec des gens de politique, le débat roule davantage sur la matérialité des faits, pratiquement, que sur des idées qui s'opposent ou qui convergent. Bon, c'est une impression personnelle, mais j'ai l'impression que cette impression est partagée. Hein, le débat aujourd'hui tourne essentiellement autour de la matérialité des faits, qui devient problématique. Parce que ce que Jean Baudrillard annonçait dès les années 70. Aujourd'hui, c'est le problème de plus en plus, c'est la disparition du réel. Et son remplacement par donc une narration globale qui doit devenir unique pour tout le monde, mais à la limite, pourquoi pas? Moi, le problème, c'est que cette narration globale unique, non seulement, bon, elle me met en danger physiquement, hein, ok, bon, mais d'accord, mais finalement, le problème, c'est qu'elle n'est pas viable, puisqu'elle repose sur un principe d'erreur logique structurelle et de négation des faits les plus élémentaires. Et donc je vais m'en arrêter là, je vais conclure là sur ces deux projets qui s'offrent à nous, hein, donc c'est-à-dire en fait non pas des lendemains qui chantent, non pas le paradis sur terre, simplement un mondialisme délirant d'une part, hein, en fait, qui finalement s'achèvera en idiocratie, je vois pas comment il pourrait en être autrement, ou une mondialisation raisonnable, fondée sur la réelle politique. Et je vous remercie pour votre attention. Oui.